20 000 lieues sous les mers, Jules Verne. Deuxième partie. Chapitre 9. Un continent disparu. Le lendemain matin, 19 février, je vis entrer le Canadien dans ma chambre. J'attendais sa visite. Il avait l'air très désappointé. Eh bien, monsieur. Oui, il a fallu que ce damné capitaine s'arrêtât précisément à l'heure où nous allions fuir son bateau. Oui, Ned, il avait affaire chez son banquier. Son banquier. Ou plutôt sa maison de banque. J'entends par là cet océan où ses richesses sont plus en sûreté qu'elles ne le seraient dans les caisses d'un État. Je racontai alors au Canadien les incidents de la veille, dans le secret espoir de le ramener à l'idée de ne point abandonner le capitaine. Mais mon récit n'eut d'autre résultat que le regret énergiquement exprimé par Ned de n'avoir pu faire pour son compte une promenade sur le champ de bataille de Vigo. Enfin, tout n'est pas fini. Ce n'est qu'un coup de harpon perdu. Une autre fois, nous réussirons, et dès ce soir s'il le faut. Quelle est la direction du Nautilus ? Je l'ignore. Eh bien, à midi, nous verrons le point. Le Canadien retourna près de Conseil. Dès que je fus habillé, je passai dans le salon. Le compas n'était pas rassurant. La route du Nautilus était sud-sud-ouest. Nous tournions le dos à l'Europe. Le soir, vers 11h, je reçus la visite très inattendue du capitaine Nemo. Il me demanda fort gracieusement si je me sentais fatigué d'avoir veillé la nuit précédente. Je répondis négativement. Alors, monsieur Aronnax, je vous proposerai une curieuse excursion. Proposez, capitaine. Vous n'avez encore visité les fonds sous-marins que le jour et sous la clarté du soleil. Vous conviendrait-il de les voir par une nuit obscure ? Très volontiers. Cette promenade sera fatigante, je vous en préviens. Il faudra marcher longtemps et gravir une montagne. Les chemins ne sont pas très bien entretenus. Ce que vous me dites là, capitaine, redouble ma curiosité. Je suis prêt à vous suivre. Venez donc, monsieur le professeur. Nous allons revêtir nos scaphandres. Arrivé au vestiaire, je vis que ni mes compagnons ni aucun homme de l'équipage ne devait nous suivre pendant cette excursion. Le capitaine Nemo ne m'avait même pas proposé d'emmener Ned au Conseil. En quelques instants, nous eûmes revêtu nos appareils. On plaça sur notre dos les réservoirs abondamment chargés d'air, mais les lampes électriques n'étaient pas préparées. Je le fis observer au capitaine. Elle nous serait inutile. Je crus avoir mal entendu, mais je ne pus réitérer mon observation, car la tête du capitaine avait déjà disparu dans son enveloppe métallique. J'achevai de me harnacher, je sentis qu'on me plaçait dans la main un bâton ferré, et quelques minutes plus tard, après la manœuvre habituelle, nous prenions pied sur le fond de l'Atlantique à une profondeur de 300 mètres. 2 heures après avoir quitté le Nautilus, nous avions franchi la ligne des arbres et à 100 pieds au-dessus de nos têtes se dressait le pic de la montagne dont la projection faisait ombre sur l'éclatante irradiation du versant opposé. Quelques arbrisseaux pétrifiés couraient çà et là en zigzag, grimaçant. Les poissons se levaient en masse sous nos pas comme des oiseaux surpris dans les hautes herbes. La masse rocheuse était creusée d'impénétrables anfractuosités, de grottes profondes, d'insondables trous au fond desquels j'entendais remuer des choses formidables. Le sang me refluait jusqu'au cœur quand j'apercevais une antenne énorme qui me barrait la route ou quelques pinces effrayantes se refermant avec bruit dans l'ombre des cavités. Des milliers de points lumineux brillaient au milieu des ténèbres. C'étaient les yeux de crustacés gigantesques, tapis dans leur tanière, des homards géants se redressant comme des hallebardiers et remuant leurs pattes avec un cliquetis de ferraille. Des crabes titanesques, braqués comme des canons sur leurs affûts, et des poulpes effroyables entrelaçant leurs tentacules comme une broussaille vivante de serpents. Quel était ce monde exorbitant que je ne connaissais pas encore ? À quel ordre appartenaient ces articulés auxquels le roc formait comme une seconde carapace ? Où la nature avait-elle trouvé le secret de leur existence végétative ? Et depuis combien de siècles vivaient-ils ainsi dans les dernières couches de l'océan ?
Mes regards s'étendaient au loin et embrassaient un vaste espace éclairé par une fulguration violente. En effet, c'était un volcan que cette montagne. À 50 pieds au-dessous du pic, au milieu d'une pluie de pierres et de scories, un large cratère vomissait des torrents de lave qui se dispersaient en cascades de feu au sein de la masse liquide. Ainsi posé, ce volcan, comme un immense flambeau, éclairait la plaine inférieure jusqu'aux dernières limites de l'horizon. J'ai dit que le cratère sous-marin rejetait des laves, mais non des flammes. Il faut aux flammes l'oxygène de l'air, et elles ne sauraient se développer sous les eaux. Mais des coulées de lave, qui ont en elles le principe de leur incandescence, peuvent se porter au rouge-blanc, lutter victorieusement contre l'élément liquide et se vaporiser à son contact. De rapides courants entraînaient tous ces gaz en diffusion et les torrents laviques glissaient jusqu'au bas de la montagne comme les déjections du Vésuve sur un autre Torre del Greco. En effet, là, sous mes yeux, ruinée, abîmée, jetée bas, apparaissait une ville détruite. Ses toits effondrés, ses temples abattus, ses arcs disloqués, ses colonnes gisant à terre, où l'on sentait encore les solides proportions d'une sorte d'architecture toscane. Plus loin, quelques restes d'un gigantesque aqueduc. Ici, l'exhaussement empâté d'une acropole, avec les formes flottantes d'un Parthénon. Là, des vestiges de quais, comme si quelque antique port eût abrité jadis sur les bords d'un océan disparu les vaisseaux marchands et les trirèmes de guerre. Plus loin encore, de longues lignes de murailles écroulées, de larges rues désertes, toute une Pompéi enfouie sous les eaux que le capitaine Nemo ressuscitait à mes regards. Où étais-je ? Où étais-je ? Je voulais le savoir à tout prix, je voulais parler, je voulais arracher la sphère de cuivre qui emprisonnait ma tête. Mais le capitaine Nemo vint à moi et m'arrêta d'un geste. Puis, ramassant un morceau de pierre crayeuse, il s'avança vers un roc de basalte noir et traça ce seul mot « Atlantide ». Quel éclair traversa mon esprit. Je l'avais là sous les yeux, portant encore les irrécusables témoignages de sa catastrophe. C'était donc cette région engloutie, qui existait en dehors de l'Europe, de l'Asie, de la Libye, au-delà des colonnes d'Hercule, où vivait ce peuple puissant des Atlantes, contre lequel se firent les premières guerres de l'ancienne Grèce. Nous restâmes à cette place pendant 1 heure entière, contemplant la vaste plaine sous l'éclat des laves qui prenaient parfois une intensité surprenante. Les bouillonnements intérieurs faisaient courir de rapides frissonnements sur l'écorce de la montagne. Des bruits profonds, nettement transmis par ce milieu liquide, se répercutaient avec une majestueuse ampleur. En ce moment, la lune apparut un instant à travers la masse des eaux et jeta quelques pâles rayons sur le continent englouti. Ce ne fut qu'une lueur, mais d'un indescriptible effet. Le capitaine se leva, jeta un dernier regard à cette immense plaine, puis de la main, il me fit signe de le suivre. Nous descendîmes rapidement la montagne. La forêt minérale, une fois dépassée, j'aperçus le fanal du Nautilus qui brillait comme une étoile. Le capitaine marcha droit à lui et nous étions rentrés à bord au moment où les premières teintes de l'aube blanchissaient la surface de l'océan. Chapitre 10 : Les houillères sous-marines. Le lendemain, 20 février, je me réveillais fort tard. Les fatigues de la nuit avaient prolongé mon sommeil jusqu'à 11 heures. Je regardai le manomètre
il m'apprit que le Nautilus flottait à la surface de l'océan. J'entendais d'ailleurs un bruit de pas sur la plateforme. Cependant, aucun roulis ne trahissait l'ondulation des lames supérieures. Je montai jusqu'au panneau, il était ouvert. Mais au lieu du grand jour que j'attendais, je me vis environné d'une obscurité profonde. Où étions-nous ? M'étais-je trompé ? Faisait-il encore nuit ? Non, pas une étoile ne brillait, et la nuit n'a pas de ces ténèbres absolues. Je ne savais que penser, quand une voix me dit « C'est vous, monsieur le professeur ?»« Ah, capitaine Nemo. Où sommes-nous ? » ?»« Sous terre, monsieur le professeur. »« Sous terre ? Et le Nautilus flotte encore ? » ?»« Il flotte toujours. » »« Mais je ne comprends pas. » »« Attendez quelques instants. Notre fanal va s'allumer et si vous aimez les situations claires, vous serez satisfait. » Je mis le pied sur la plateforme et j'attendis. L'obscurité était si complète que je n'apercevais même pas le capitaine Nemo. Cependant, en regardant au zénith, exactement au-dessus de ma tête, je crus saisir une lueur indécise, une sorte de demi-jour qui emplissait un trou circulaire. En ce moment, le fanal s'alluma soudain et son vif éclat fit évanouir cette vague lumière. Je regardais, après avoir un instant fermé mes yeux, ébloui par le jet électrique. Le Nautilus était stationnaire. Il flottait auprès d'une berge disposée comme un quai. Cette mer qui le supportait en ce moment, c'était un lac emprisonné dans un cirque de murailles. Avant d'examiner plus attentivement les dispositions intérieures de cette énorme caverne, avant de me demander si c'était là l'ouvrage de la nature ou de l'homme, j'allais vers le capitaine Nemo. Où sommes-nous ? Au centre même d'un volcan éteint. Un volcan dans la mer a envahi l'intérieur à la suite de quelques convulsions du sol. Pendant que vous dormiez, monsieur le professeur, le Nautilus a pénétré dans ce lagon par un canal naturel ouvert à 10 mètres au-dessous de la surface de l'océan. C'est ici son port d'attache. Un port sûr, commode, mystérieux, abrité de tous les rambes du vent. Trouvez-moi sur les côtes de vos continents ou de vos îles une rade qui vaille ce refuge assuré contre la fureur des ouragans. En effet, ici vous êtes en sûreté, capitaine Nemo. Qui pourrait vous atteindre au centre d'un volcan ? Mais à son sommet, n'ai-je pas aperçu une ouverture ? Oui, son cratère. Un cratère empli jadis de lave, de vapeur et de flammes, et qui maintenant donne passage à cet air vivifiant que nous respirons. Mais quelle est donc cette montagne volcanique ? Elle appartient à un des nombreux îlots dont cette mer est semée. Simple écueil pour les navires. Pour nous, caverne immense. Le hasard me l'a fait découvrir, et en cela, le hasard m'a bien servi. Mais ne pourrait-on descendre par cet orifice qui forme le cratère du volcan ? Pas plus que je ne saurais y monter. Jusqu'à une centaine de pieds, la base intérieure de cette montagne est praticable. Mais au-dessus, les parois surplombent et leur rampe ne pourrait être franchie. Je vois, capitaine, que la nature vous sert partout et toujours. Vous êtes en sûreté sur ce lac et nul que vous n'en peut visiter les eaux. Mais à quoi bon ce refuge ? Le Nautilus n'a pas besoin de port. Non, monsieur le professeur. Mais il a besoin d'électricité pour se mouvoir, d'éléments pour produire son électricité, de sodium pour alimenter ses éléments, de charbon pour faire son sodium et d'houillère pour extraire son charbon. Or, précisément ici, la mer recouvre des forêts entières qui furent enlisées dans les temps géologiques. Minéralisées maintenant et transformées en houille, elles sont pour moi une mine inépuisable. Vos hommes, capitaine, font donc ici le métier de mineur ? Précisément. Ces mines s'étendent sous les flots comme les houillères de Newcastle. C'est ici que, revêtus de scaphandres, le pic et la pioche à la main, mes hommes vont extraire cette houille, que je n'ai pas même demandé aux mines de la terre. Lorsque je brûle ce combustible pour la fabrication du sodium, la fumée qui s'échappe par le cratère de cette montagne lui donne encore l'apparence d'un volcan en activité.
Et nous les verrons à l'œuvre, vos compagnons ? Non, pas cette fois. Du moins, car je suis pressé de continuer notre tour du monde sous-marin. Aussi me contenterai-je de puiser aux réserves de sodium que je possède. Le temps de les embarquer, c'est-à-dire 1 jour seulement, et nous reprendrons notre voyage. Si donc vous voulez parcourir cette caverne et faire le tour du lagon, profitez de cette journée, monsieur Aronnax. Je remerciai le capitaine et j'allai chercher mes 2 compagnons qui n'avaient pas encore quitté leur cabine. Je les invitai à me suivre sans leur dire où ils se trouvaient. Ils montèrent sur la plateforme. Conseil, qui ne s'étonnait de rien, regarda comme une chose très naturelle de se réveiller sous une montagne après s'être endormi sous les flots. Mais Ned Land n'eut d'autre idée que de chercher si la caverne présentait quelque issue. Après déjeuner, vers 10 heures, nous descendions sur la berge. Nous voici donc encore une fois à terre. Je n'appelle pas cela la terre. Et d'ailleurs, nous ne sommes pas dessus, mais dessous. Entre le pied des parois de la montagne et les eaux du lac se développait un rivage sablonneux qui, dans sa plus grande largeur, mesurait 500 pieds. Sur cette grève, on pouvait aisément faire le tour du lac. Le sol s'élevait sensiblement en s'éloignant du relais des flots. La nature volcanique de cette énorme excavation s'affirmait de toutes parts. Je le fis observer à mes compagnons. Vous figurez-vous ce que devait être cet entonnoir lorsqu'il s'emplissait de lave bouillonnante et que le niveau de ce liquide incandescent s'élevait jusqu'à l'orifice de la montagne, comme la fonte sur les parois d'un fourneau ? Je me le figure parfaitement. Mais monsieur me dira-t-il pourquoi le grand fondeur a suspendu son opération ? Et comment il se fait que la fournaise est remplacée par les eaux tranquilles d'un lac ? Très probablement, Conseil, parce que quelque convulsion a produit au-dessous de la surface de l'océan cette ouverture qui a servi de passage au Nautilus. Alors les eaux de l'Atlantique se sont précipitées à l'intérieur de la montagne. Il y a eu lutte terrible entre les 2 éléments, lutte qui s'est terminée à l'avantage de Neptune. Mais bien des siècles se sont écoulés depuis lors et le volcan submergé s'est changé en grotte paisible. Très bien. J'accepte l'explication. Mais je regrette dans notre intérêt que cette ouverture dont parle monsieur le professeur ne soit pas produite au-dessus du niveau de la mer. Mais, ami Ned, si ce passage n'eût pas été sous-marin, le Nautilus n'aurait pu y pénétrer. Et j'ajouterais, Maître Land, que les eaux ne se seraient pas précipitées sous la montagne et que le volcan serait resté volcan. Donc, vos regrets sont superflus. Notre ascension continua. Les rampes se faisaient de plus en plus raides et étroites. De profondes excavations les coupaient parfois, qu'il fallait franchir. Des masses surplombantes voulaient être tournées. On se glissait sur les genoux, on rampait sur le ventre. Mais l'adresse de Conseil et la force du Canadien aidant, tous les obstacles furent surmontés. Nous étions arrivés au pied d'un bouquet de dragonniers robustes qui écartaient les roches sous l'effort de leurs musculeuses racines, quand Ned Land s'écria « Ah, monsieur, une ruche !» Une ruche ? Oui, une ruche, et des abeilles qui bourdonnent autour. Je m'approchais et je dus me rendre à l'évidence. Il y avait là, à l'orifice d'un trou creusé dans le trou d'un dragonnier, quelques milliers de ces ingénieux insectes, si communs dans toutes les Canaries et dont les produits y sont particulièrement estimés. Tout naturellement, le Canadien voulut faire sa provision de miel et j'aurais eu mauvaise grâce à m'y opposer. Une certaine quantité de feuilles sèches mélangées de soufre s'allumèrent sous l'étincelle de son briquet et il commença à enfumer les abeilles. Les bourdonnements cessèrent peu à peu et la ruche éventrée livra plusieurs livres d'un miel parfumé. Ned Land en remplit son havresac. Quand j'aurai mélangé ce miel avec la pâte de l'Artocarpus, je serai en mesure de vous offrir un gâteau succulent. Parbleu, ce sera du pain d'épices ? Va pour le pain d'épices, mais reprenons cette intéressante promenade. En cet endroit s'ouvrait une magnifique grotte. Mes compagnons et moi nous prîmes plaisir à nous étendre sur son sable fin. Le feu avait poli ses parois émaillées et étincelantes, toutes saupoudrées de la poussière du mica.
Ned Land en tâtait les murailles et cherchait à sonder leur épaisseur. Je ne pus m'empêcher de sourire. La conversation se mit alors sur ses éternels projets d'évasion et je crus pouvoir, sans trop m'avancer, lui donner cette espérance. C'est que le capitaine Nemo n'était descendu au sud que pour renouveler sa provision de sodium. J'espérais donc que maintenant, il rallierait les côtes de l'Europe et de l'Amérique, ce qui permettrait aux Canadiens de reprendre avec plus de succès sa tentative avortée. Nous étions étendus depuis 1 heure dans cette grotte charmante. La conversation animée au début languissait alors. Une certaine somnolence s'emparait de nous. Comme je ne voyais aucune raison de résister au sommeil, je me laissais aller à un assoupissement profond. Je rêvais. On ne choisit pas ses rêves. Je rêvais que mon existence se réduisait à la vie végétative d'un simple mollusque. Il me semblait que cette grotte formait la double valve de ma coquille. Tout d'un coup, je fus réveillé par la voix de Conseil. « Alerte! Alerte ! Qu'y a-t-il ? L'eau nous gagne !» Je me redressai. La mer se précipitait comme un torrent dans notre retraite et décidément, puisque nous n'étions pas des mollusques, il fallait se sauver. En quelques instants, nous fûmes en sûreté sur le sommet de la grotte même. Que se passe-t-il donc ? Quelques nouveaux phénomènes ? Eh non, mes amis, c'est la marée. Ce n'est que la marée qui a failli nous surprendre comme le héros de Walter Scott. L'océan se gonfle dehors et par une loi toute naturelle d'équilibre, le niveau du lac monte également. Nous en sommes quittes pour un demi-bain. Allons-nous changer au Nautilus ? 3 quarts d'heure plus tard, nous avions achevé notre promenade circulaire et nous rentrions à bord. Les hommes de l'équipage achevaient en ce moment d'embarquer les provisions de sodium et le Nautilus aurait pu partir à l'instant. Cependant, le capitaine Nemo ne donna aucun ordre. Voulait-il attendre la nuit et sortir secrètement par son passage sous-marin ? Peut-être. Quoi qu'il en soit, le lendemain, le Nautilus, ayant quitté son port d'attache, naviguait au large de toute terre et à quelques mètres au-dessous des flots de l'Atlantique. Chapitre 11 : La mer de Sargasse. Toute cette journée du 22 février se passa dans la mer de Sargasse, où les poissons, amateurs de plantes marines et de crustacés, trouvent une abondante nourriture. Le lendemain, l'océan avait repris son aspect accoutumé. Depuis ce moment, pendant 19 jours, du 23 février au 12 mars, le Nautilus, tenant le milieu de l'Atlantique, nous emporta avec une vitesse constante de 100 lieues par 24 heures. Le capitaine Nemo voulait évidemment accomplir son programme sous-marin et je ne doutais pas qu'il ne songeât, après avoir doublé le Cap Horn, à revenir vers les mers australes du Pacifique. Ned Land avait donc eu raison de craindre. Dans ces larges mers, privées d'îles, il ne fallait plus tenter de quitter le bord. Nul moyen non plus de s'opposer aux volontés du capitaine Nemo. Le seul parti était de se soumettre. Jusqu'au 13 mars, notre navigation se continua dans ces conditions. Ce jour-là, le Nautilus fut employé à des expériences de sondage qui m'intéressèrent vivement. Le capitaine Nemo résolut d'envoyer son Nautilus à la plus extrême profondeur afin de contrôler ses différents sondages. Je me préparais à noter tous les résultats de l'expérience. Les panneaux du salon furent ouverts et les manœuvres commencèrent pour atteindre ces couches si prodigieusement reculées. Je demandai au capitaine Nemo s'il avait observé des poissons à des profondeurs plus considérables. Des poissons ? Rarement. Mais dans l'état actuel de la science, que présume-t-on, que sait-on ? Le voici, capitaine. On sait que, en allant vers les basses couches de l'océan, la vie végétale disparaît plus vite que la vie animale. On sait que, là où se rencontrent encore des êtres animés, ne végète plus une seule hydrophyte. On sait que l'équipage du Bulldog de la Marine royale a pêché
une astérie par 2620 brasses, soit plus d'une lieue de profondeur. Mais capitaine Nemo, peut-être me direz-vous qu'on ne sait rien. Non, monsieur le professeur, je n'aurai pas cette impolitesse. Toutefois, je vous demanderai comment vous expliquez que des êtres puissent vivre à de telles profondeurs. Je l'explique par 2 raisons. D'abord parce que les courants verticaux, déterminés par les différences de salure et de densité des eaux, produisent un mouvement qui suffit à entretenir la vie rudimentaire des encrines et des astéries. Juste. Ensuite, parce que si l'oxygène est la base de la vie, on sait que la quantité d'oxygène dissous dans l'eau de mer augmente avec la profondeur au lieu de diminuer et que la pression des couches basses contribue à l'y comprimer. Ah, on sait cela ? Eh bien, monsieur le professeur, on a raison de le savoir, car c'est la vérité. J'ajouterais, en effet, que la vessie natatoire des poissons renferme plus d'azote que d'oxygène, quand ces animaux sont pêchés à la surface des eaux, et plus d'oxygène que d'azote, au contraire quand ils sont tirés des grandes profondeurs. Ce qui donne raison à votre système. Mais continuons nos observations. Mes regards se reportèrent sur le manomètre. L'instrument indiquait une profondeur de 6000 mètres. Notre immersion durait depuis 1 heure. Le Nautilus, glissant sur ses plans inclinés, s'enfonçait toujours. Il descendit plus bas encore, malgré les puissantes pressions qu'il subissait. Je sentais ses tôles trembler sous la jointure de leurs boulons. Ses barreaux s'arquaient, ses cloisons gémissaient. Les vitres du salon semblaient se gondoler sous la pression des eaux. Et ce solide appareil eût cédé sans doute si, ainsi que l'avait dit son capitaine, il n'eût été capable de résister comme un bloc plein. Mais bientôt, les derniers représentants de la vie animale disparurent et, au-dessous de 3 lieues, le Nautilus dépassa les limites de l'existence sous-marine, comme fait le ballon qui s'élève dans les airs au-dessus des zones respirables. Nous avions atteint une profondeur de 16 000 mètres, 4 lieues, et les flancs du Nautilus supportaient alors une pression de 1600 atmosphères, c'est-à-dire 1600 kg par chaque centimètre carré de sa surface. Quelle situation! Parcourir dans ces régions profondes où l'homme n'est jamais parvenu. Voyez, capitaine, voyez ces rocs magnifiques, ces grottes inhabitées, ces derniers réceptacles du globe où la vie n'est plus possible. Quels sites inconnus, et pourquoi faut-il que nous soyons réduits à n'en conserver que le souvenir? Vous plairait-il d'en rapporter mieux que le souvenir ? Que voulez-vous dire par ces paroles? Je veux dire que rien n'est plus facile que de prendre une vue photographique de cette région sous-marine. Je n'avais pas eu le temps d'exprimer la surprise que me causait cette nouvelle proposition que sur un appel du capitaine Nemo, un objectif était apporté dans le salon. Par les panneaux largement ouverts, le milieu liquide éclairé électriquement se distribuait avec une clarté parfaite. Nulle ombre, nulle dégradation de notre lumière factice. Le soleil n'eût pas été plus favorable à une opération de cette nature. Le Nautilus, sous la poussée de son hélice, maîtrisé par l'inclinaison de ses plans, demeurait immobile. L'instrument fut braqué sur ces sites du fond océanique et en quelques secondes, nous avions obtenu un négatif d'une extrême pureté. Cependant, le capitaine Nemo, après avoir terminé son opération, m'avait dit « Remontons, monsieur le professeur. Il ne faut pas abuser de cette situation ni exposer trop longtemps le Nautilus à de pareilles pressions. » Remontons. Tenez-vous bien. Je n'avais pas encore eu le temps de comprendre pourquoi le capitaine me faisait cette recommandation quand je fus précipité sur le tapis. Son hélice embrayée sur un signal du capitaine, ses plans dressés verticalement, le Nautilus, emporté comme un ballon dans les airs, s'enlevait avec une rapidité foudroyante. Il coupait la masse des eaux avec un frémissement sonore. Aucun détail n'était visible. En 4 minutes, il avait franchi les 4 lieues qui le séparaient de la surface de l'océan et,
Après avoir émergé comme un poisson volant, il retombait en faisant jaillir les flots à une prodigieuse hauteur. Chapitre 12. Cachalot et baleine. Pendant la nuit du 13 au 14 mars, le Nautilus reprit sa direction vers le sud. Ce jour-là, 14 mars, Conseil et lui vinrent me trouver dans ma chambre. Je leur demandai la raison de leur visite. Une simple question à vous poser, monsieur. Parlez, Ned. Combien d'hommes croyez-vous qu'il y ait à bord du Nautilus? Je ne saurais le dire, mon ami. Il me semble que sa manœuvre ne nécessite pas un nombreux équipage. En effet, dans les conditions où il se trouve, une dizaine d'hommes au plus doivent suffire à le manœuvrer. Eh bien, pourquoi y en aurait-il davantage? Pourquoi? Je regardai fixement Ned Land, dont les intentions étaient faciles à deviner. Parce que, si j'en crois mes pressentiments, si j'ai bien compris l'existence du capitaine, le Nautilus n'est pas seulement un navire. Ce doit être un lieu de refuge pour ceux qui, comme son commandant, ont rompu toute relation avec la Terre. Peut-être. Mais enfin, le Nautilus ne peut contenir qu'un certain nombre d'hommes. Et monsieur ne pourrait-il évaluer ce maximum? Comment cela, Conseil? Par le calcul. Étant donné la capacité du navire que monsieur connaît, et par conséquent la quantité d'air qu'il renferme, sachant d'autre part ce que chaque homme dépense dans l'acte de la respiration, et comparant ces résultats avec la nécessité où le Nautilus est de remonter toutes les 24 heures... La phrase de Conseil n'en finissait pas, mais je vis bien où il voulait en venir. Mais ce calcul-là, facile à établir d'ailleurs, ne peut donner qu'un chiffre très incertain. N'importe. Voici le calcul. Chaque homme dépense en 1 heure l'oxygène contenu dans 100 litres d'air, soit en 24 heures l'oxygène contenu dans 2400 litres. Il faut donc chercher combien de fois le Nautilus renferme 2400 litres d'air. Précisément. Or, la capacité du Nautilus étant de 1500 tonneaux et celle du tonneau de 1000 litres, le Nautilus renferme 1500 000 litres d'air qui, divisé par 2400, Je calculai rapidement au crayon. donne au quotient 625. Ce qui revient à dire que l'air contenu dans le Nautilus pourrait rigoureusement suffire à 625 personnes pendant 24 heures. 625? Mais tenez pour certain que, tant passagers que marins ou officiers, nous ne formons pas la 10e partie de ce chiffre. C'est encore trop pour 3 hommes. Donc, mon pauvre Ned, je ne puis que vous conseiller la patience. Et même mieux que la patience, la résignation. Conseil avait employé le mot juste. Après tout, le capitaine Nemo ne peut pas aller toujours au sud. Il faudra bien qu'il s'arrête, ne fût-ce que devant la banquise, et qu'il revienne vers des mers plus civilisées. Alors il sera temps de reprendre les projets de Ned Land. Le Canadien secoua la tête, passa la main sur son front, ne répondit pas et se retira. Que monsieur me permette de lui faire une observation. Ce pauvre Ned pense à tout ce qu'il ne peut pas avoir. Tout lui revient de sa vie passée. Tout lui semble regrettable de ce qui nous est interdit. Ses anciens souvenirs l'oppressent et il a le cœur gros. Il faut le comprendre. Qu'est-ce qu'il a à faire ici? Rien. Il n'est pas un savant comme monsieur et ne saurait prendre le même goût que nous aux choses admirables de la mer. Il risquerait tout pour pouvoir entrer dans une taverne de son propre pays. Il est certain que la monotonie du bord devait paraître insupportable aux Canadiens, habitués à une vie libre et active. Les événements qui pouvaient le passionner étaient rares. Nous étions assis sur la plateforme par une mer tranquille, mais le mois d'octobre de ces latitudes nous donnait de belles journées d'automne. Ce fut le Canadien, il ne pouvait s'y tromper, qui signala une baleine à l'horizon dans l'est. En regardant attentivement, on voyait son dos noirâtre s'élever et s'abaisser alternativement au-dessus des flots à 5000 du Nautilus. Ah, si j'étais à bord d'un baleinier. Voilà une rencontre qui me ferait plaisir. C'est un animal de grande taille. Voyez avec quelle puissance ces évents rejettent des colonnes d'air et de vapeur. Mille diables! Pourquoi faut-il que je sois enchaîné sur ce morceau de tôle?
Quoi, vous n'êtes pas encore revenu de vos vieilles idées de pêche? Est-ce qu'un pêcheur de baleines, monsieur, peut oublier son ancien métier? Est-ce qu'on se lasse jamais des émotions d'une pareille chasse? Vous n'avez jamais pêché dans ces mers, Ned? Jamais, monsieur. Dans les mers boréales seulement, et autant dans le détroit de Bering que dans celui de Davis. Alors la baleine australe vous est encore inconnue. C'est la baleine franche que vous avez chassée jusqu'ici, et elle ne se hasarderait pas à passer les eaux chaudes de l'équateur. Ah, monsieur le professeur, que me dites-vous là? Je dis ce qui est. Par exemple, moi qui vous parle, en 65, voilà 2 ans et demi, j'ai amariné près du Groenland une baleine qui portait encore dans son flanc le harpon poinçonné d'un baleinier de Bering. Or, je vous demande, comment après avoir été frappé à l'ouest de l'Amérique, l'animal serait venu se faire tuer à l'est, s'il n'avait, après avoir doublé soit le Cap Horn, soit le Cap de Bonne-Espérance, franchi l'équateur? Je pense comme l'ami Ned et j'attends ce que répondra monsieur. Monsieur vous répondra, mes amis, que les baleines sont localisées, suivant leurs espèces, dans certaines mers qu'elles ne quittent pas. Et si l'un de ces animaux est venu du détroit de Bering dans celui de Davis, c'est tout simplement parce qu'il existe un passage d'une mer à l'autre, soit sur les côtes de l'Amérique, soit sur celles de l'Asie. Faut-il vous croire? Il faut croire monsieur. Dès lors, puisque je n'ai jamais pêché dans ces parages, je ne connais point les baleines qui les fréquentent. Je vous l'ai dit, Ned. Raison de plus pour faire leur connaissance. Voyez, elle s'approche. Elle vient sur nous, elle me nargue. Elle sait que je ne peux rien contre elle. Ned frappait du pied. Sa main frémissait en brandissant un harpon imaginaire. Ces cétacés sont-ils aussi gros que ceux des mers boréales? À peu près, Ned. C'est que j'ai vu de grosses baleines, monsieur. Des baleines qui mesuraient jusqu'à 100 pieds de longueur. Je me suis même laissé dire que le Hullamock et le Umgallick des îles Aléoutiennes dépassaient quelquefois 150 pieds. Ceci me paraît exagéré. Ces animaux ne sont que des balénoptères pourvus de nageoires dorsales et de même que les cachalots, ils sont généralement plus petits que la baleine franche. Ah, elle se rapproche, elle vient dans les eaux du Nautilus. Puis, reprenant sa conversation. Vous parlez du cachalot comme d'une petite bête. On cite cependant des cachalots gigantesques. Ce sont des cétacés intelligents. Quelques-uns, dit-on, se couvrent d'algues et de fucus. On les prend pour des îlots. On campe dessus, on s'y installe, on fait du feu. On y bâtit des maisons. Oui, farceur. Puis, un beau jour, l'animal plonge et entraîne tous ses habitants au fond de l'abîme. Comme dans les voyages de Simbad le marin. Ah, maître Land. Il paraît que vous aimez les histoires extraordinaires. Quel cachalot que les vôtres! J'espère que vous n'y croyez pas. Monsieur le naturaliste, il faut tout croire de la part des baleines. Comme elles marchent, celles-ci, comme elles se dérobent. On prétend que ces animaux-là peuvent faire le tour du monde en 15 jours. Je ne dis pas non. Mais ce que vous ne savez sans doute pas, monsieur Aronnax, c'est que, au commencement du monde, les baleines filaient plus rapidement encore. Ah, vraiment, Ned? Et pourquoi cela? Parce que, alors, elles avaient la queue en travers, comme les poissons, c'est-à-dire que cette queue, comprimée verticalement, frappait l'eau de gauche à droite et de droite à gauche. Mais le Créateur, s'apercevant qu'elles marchaient trop vite, leur tordit la queue, et depuis ce temps-là, elles battent les flots de haut en bas au détriment de leur rapidité. Ned, faut-il vous croire? Pas trop, et pas plus que si je vous disais qu'il existe des baleines longues de 300 pieds et pesant 100 000 livres. C'est beaucoup, en effet. Cependant, il faut avouer que certains cétacés acquièrent un développement considérable puisque, dit-on, ils fournissent jusqu'à 120 tonnes d'huile. Pour ça, je l'ai vu. Je le crois volontiers, Ned, comme je crois que certaines baleines égalent en grosseur 100 éléphants. Jugez des effets produits par une telle masse lancée à toute vitesse. Est-il vrai qu'elles peuvent couler des navires? Des navires, je ne le crois pas. On raconte cependant qu'en 1820, précisément dans ces mers du Sud, une baleine se précipita sur l'Essex et le fit reculer avec une vitesse de 4 mètres par seconde. Des lames pénétrèrent par l'arrière et l'Essex sombra presque aussitôt. Ned me regarda d'un air narquois. Pour mon compte, j'ai reçu un coup de queue de baleine. Dans mon canot, cela va sans dire.
Mes compagnons et moi, nous avons été lancés à une hauteur de 6 mètres. Mais auprès de la baleine de monsieur le professeur, la mienne n'était qu'un baleineau. Est-ce que ces animaux-là vivent longtemps? 1000 ans. Et comment le savez-vous, Ned? Parce qu'on le dit. Et pourquoi le dit-on? Parce qu'on le sait. Non, Ned, on ne le sait pas, mais on le suppose. Et voici le raisonnement sur lequel on s'appuie. Il y a 400 ans, lorsque les pêcheurs chassèrent pour la première fois les baleines, ces animaux avaient une taille supérieure à celle qu'ils acquièrent aujourd'hui. On suppose donc, assez logiquement, que l'infériorité des baleines actuelles vient de ce qu'elles n'ont pas eu le temps d'atteindre leur complet développement. C'est ce qui a fait dire à Buffon que ces cétacés pouvaient et devaient même vivre 1000 ans. Vous entendez? Ned Land n'entendait pas, il n'écoutait plus. La baleine s'approchait toujours et il la dévorait des yeux. Ah, ce n'est plus une baleine, c'est 10, c'est 20, c'est un troupeau tout entier. Et ne pouvoir rien faire, être là, pieds et poings liés. Mais ami Ned, pourquoi ne pas demander au capitaine Nemo la permission de chasser? Conseil n'avait pas achevé sa phrase que Ned Land s'était affalé par le panneau et courait à la recherche du capitaine. Quelques instants après, tous deux réapparaissaient sur la plateforme. Le capitaine Nemo observa le troupeau de cétacés qui se jouait sur les eaux à 1 mille du Nautilus. Ce sont des baleines australes. Il y a là la fortune d'une flotte de baleiniers. Eh, bien monsieur, ne pourrais-je leur donner la chasse? Ne fût-ce que pour ne pas oublier mon ancien métier de harponneur. À quoi bon chasser uniquement pour détruire? Nous n'avons que faire de l'huile de baleine à bord. Cependant, monsieur, dans la mer Rouge, vous nous avez autorisé à poursuivre un dugong. Il s'agissait alors de procurer de la viande fraîche à mon équipage. Ici, ce serait tuer pour tuer. Je sais bien que c'est un privilège réservé à l'homme, mais je n'admets pas ces passe-temps meurtriers. En détruisant la baleine australe comme la baleine franche, êtres inoffensifs et bons, vos pareils, maître Land, commettent une action blâmable. C'est ainsi qu'ils ont déjà dépeuplé toute la baie de Baffin et qu'ils anéantiront une classe d'animaux utiles. Laissez donc tranquilles ces malheureux cétacés. Ils ont bien assez de leurs ennemis naturels, les cachalots, les espadons et les scies, sans que vous vous en mêliez. Je laisse à imaginer la figure que faisait le Canadien pendant ce cours de morale. Donner de semblables raisons à un chasseur, c'était perdre ses paroles. Ned Land regardait le capitaine Nemo et ne comprenait évidemment pas ce qu'il voulait lui dire. Cependant, le capitaine avait raison. L'acharnement barbare et inconsidéré des pêcheurs fera disparaître un jour la dernière baleine de l'océan. Ned Land siffla entre les dents son Yankee Doodle, fourra ses mains dans ses poches et nous tourna le dos. De ce jour-là, je remarquai avec inquiétude que les dispositions de Ned Land envers le capitaine Nemo devenaient de plus en plus mauvaises, et je résolus de surveiller de près les faits et gestes du Canadien.